Bien, bonjour à tous. Nous avons l'honneur de participer au Défestival ce samedi 17, sous les grands chapeaux des années des Outre-mer et l'année internationale des forêts. Et à l'occasion de ce grand thème, nous avons voulu réunir l'aspect de l'homme et de la nature réconciliés. Et nous avons donc comme intervenant et comme invité sur ce plateau Christine Kelly, membre du Conseil audiovisuel et ancienne, enfin non, membre du Conseil audiovisuel supérieur et journaliste, mais surtout c'est sa vocation citoyenne et humaine, son engagement sur l'écologie, voire aussi ses actions au CSA sur le développement durable et les différents parrainages qu'elle a auprès des associations qui militent pour la nature, dont elle nous parlera plus tard. À côté de moi, nous avons Annick Thébiat-Melson, auteur, entre autres, du Aimé Césaire, Le Legs, dont elle a eu l'honneur d'être une amie très, très, très proche et de partager avec lui régulièrement, lors de grandes promenades, les passions d'Aimé Césaire sur les principes vitaux de l'arbre. Comme il disait, l'homme est comme une morale. Réalisatrice, ancienne responsable de la mission Dialogue entre les civilisations aux Nations Unies et diplomate, on l'espère, un jour sur une gouvernance réconciliée. Patrice Hirbeck, à côté d'Annick, responsable de la mission diversité au sein de l'Office national des forêts, secrétaire général de UICN, donc c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, auteur de l'abécédaire des arbres et du chapitre forêt de l'Outre-mer. Et à côté de nous aussi, nous avons également Jacques Roussel, vice-président du parc naturel régional du Livradois-Forez, en Auvergne, et une autre option, une autre casquette, voir si elle est complémentaire, médecin fédéral au sport adapté, sans l'oublier. Nous attendions, alors je vais l'annoncer quand même, parce qu'il a une petite panne de voiture, mais il se peut qu'il arrive, donc nous recevrons peut-être également Jean-Gabriel Ferronda, coordinateur du dispositif Morvan pour tous, au sein du syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan. Voilà. Donc nous ouvrons ce débat sur ces deux thèmes, et le thème fédérateur qui nous a semblé, en tout cas réconciliateur, qui nous a semblé nécessaire et juste, c'est l'homme et la nature réconciliés, auxquels les uns et les autres vont pouvoir éventuellement apporter leur éclairage et mettre la forêt et l'arbre au centre de nos réflexions. Alors je vais commencer par donner un ton peut-être poétique. Je vais passer le micro à notre amie Annick, qui va nous parler de son rapport à la nature. Annick a la particularité d'être née en Guyane, et où là on avait en tout cas 90% de forêts primaires à un moment, avant qu'on aille chercher trop d'or. Donc, et surtout sa particularité et le regard qu'elle va pouvoir nous faire passer du legs justement d'Aimé Césaire sur le regard de la nature. Oui, merci. Effectivement, je suis née en Amazonie et je considère que c'est une responsabilité particulière qui a toujours été fondamentale pour moi, puisqu'au-delà des limites géographiques de la Guyane, je pense Amazonie. Je pense donc la grande forêt dont nous savons tous aujourd'hui à quel point elle compte pour les équilibres auxquels l'homme réconcilié avec la nature devrait désormais s'attacher de manière prioritaire à faire en sorte qu'ils existent, qu'ils se rétablissent. Bon, alors merci de m'avoir invité à cette rencontre, à ce débat. Effectivement, c'est un très beau sujet que d'avoir placé cette réunion sous le sceau et sous le signe et sous les auspices de l'année internationale des forêts. Je m'y retrouve plus, je l'avoue, que dans celui de l'année de l'Outre-mer, auquel je n'ai pas participé pour des tas de raisons. Mais il semble qu'effectivement, on puisse considérer que cette problématique, nous sommes ici en plein air, nous avons autour de nous des arbres qui contrastent heureusement avec le fer sympathique et magnifique d'ailleurs de la Tour Eiffel. Mais effectivement, je crois que cette obligation dans laquelle nous nous trouvons tous de nous réconcilier avec notre identité
biologique, notre identité, notre petite part de biodiversité, me semble être aujourd'hui une des responsabilités essentielles de toutes les sociétés humaines. Voilà, donc je passe la parole à mon voisin qui nous donnera un point de vue de spécialiste sur la question des forêts. Oui, bonjour à toutes et à tous. Sur la question de la conciliation entre l'homme et les forêts, le débat peut s'inscrire plutôt du côté de l'homme parce que la forêt existait avant l'homme. Elle n'a pas spécialement besoin de lui pour se régénérer et croître. En revanche, l'homme qui vit dans la biosphère a besoin des forêts parce que la forêt a plusieurs fonctions. La première est évidente, c'est qu'elle fournit de la matière, elle fournit du bois, elle fournit des feuilles, elle fournit des fruits qui peuvent être utilisés pour différents usages, de l'alimentation à la médecine. Elle agit sur notre atmosphère par l'intermédiaire de la photosynthèse. Un arbre absorbe du CO2, entre 10 et 20 tonnes de CO2 par hectare et par an pour la forêt tropicale, 3 à 6 pour les forêts tempérées. Il y a une gigantesque RTT pendant l'hiver où l'arbre ne travaille pas. La forêt également, elle rejette l'oxygène, toujours par ce phénomène de photosynthèse. Elle absorbe du CO2 et elle rejette de l'oxygène. On calcule qu'une hêtraie par hectare rejette entre 6 et 10 tonnes par hectare et par an d'oxygène. La forêt joue sur le climat et sur le régime des eaux. Un arbre, c'est une pompe à eau. Il prélève entre 8 000 et 10 000 mètres cubes d'eau par an. Rapportez ça à la quantité sur votre facture d'eau, vous verrez tout de suite la consommation énorme qu'en font les arbres, qui développent d'ailleurs un système racinaire pour venir à ça. Par l'intermédiaire de cette eau qui va fabriquer du CO2, rejeter de l'oxygène, il y a un autre phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration, par lequel l'arbre va rejeter entre 30 et 50 mètres cubes d'eau par jour et par hectare. C'est très visible dans les forêts tropicales où il y a une brume matinale et on voit cette hygrométrie assez exceptionnelle qui s'installe. Enfin, dernière fonction, la forêt conserve une biodiversité spécifique et elle va nous aider à limiter nos excès. La forêt, notamment l'arbre par son système racinaire, mais va lutter contre l'érosion. Les arbres de nos montagnes sont d'excellents paravalanches. Et en plus, ils vont filtrer l'eau. On avait installé dans les Cévennes, sur le mont Lozère, des exutoires sur une forêt qui était en deçà d'un espace pastoral et agricole. Il y avait 1 kilo de nitrate qui passait par an et par hectare. Quand on a déboisé volontairement pour mesurer cet effet, il y avait 41 kilos de nitrate qui passaient par hectare et par an. Voilà. J'ai une petite question juste avant, s'il vous plaît, Patrice. Votre regard en tant qu'humain sur le rôle de l'arbre par rapport à l'homme. Le rôle de l'arbre, il est, comme je l'ai dit, il est biologique. Donc il fournit des biens et services avec cette spécificité, par exemple dans la purification des eaux, dans la lutte contre l'érosion, c'est qu'il ne vous envoie pas la facture à la fin du mois. C'est un service qu'on appelle service non marchand. Alors, je vais la reposer autrement. Que serait l'homme sans l'arbre ? Je reviens à mon idée, mais je suis forestier, donc je vais centrer sur la biologie de l'arbre. C'est la fourniture de biens et services marchands et non marchands, les services non marchands étant les plus importants, les plus vitaux pour nous, pour notre biosphère. Sinon, l'arbre dans le paysage est un marqueur de territoire. L'arbre dans la forêt tempérée, que je connais plus particulièrement, vous avez toute une littérature, toute une histoire. Nos ermites se recueillaient dans nos forêts. Si vous prenez Robin des Bois, si vous relisez Maurice Genevoix, notre culture est imprégnée de la forêt. Donc l'arbre est important au niveau biologique, au niveau économique et au niveau culturel. Nous allons avoir le regard de Christine Kelly sur son rapport à la nature et éventuellement à l'arbre. Moi, j'ai tendance à dire que la forêt, c'est le poumon de la planète. L'arbre, c'est le poumon de la planète. Comment est-ce qu'on peut vivre, exister, respirer, nous, sans poumon ? Impossible. C'est exactement pour la planète. On ne se rend même pas compte à quel point les arbres qui sont là nous aident à respirer. Ils ne seraient pas là demain. Et qu'est-ce qu'on les massacre ? Que serait la nature humaine ?
Avant tout, je voulais d'abord m'excuser par rapport à ma paire de lunettes de soleil, alors qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais je me suis fait opérer des yeux hier soir en urgence. Et voilà, par politesse et pour ne pas effrayer le public, je garde mes lunettes et je tenais quand même à venir malgré ce petit handicap ponctuel visuel pour témoigner de ma profonde sympathie à Riyad, qui a organisé cette manifestation, ce débat, ma profonde sympathie à tout le monde du handicap avec lequel je milite déjà depuis 15 ans, même jusqu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel où je suis aujourd'hui, où j'ai beaucoup travaillé pour que, enfin, à la télévision, aujourd'hui, on puisse voir des journaux télévisés pour la première fois de l'histoire de la télévision française, traduits en langue des signes. La raison pour laquelle je salue ces deux jeunes femmes qui traduisent en ce moment ce débat en langue des signes, parce que c'est un travail difficile, lourd, fastidieux. Et vous allez voir sur les chaînes d'infos, vous avez déjà remarqué qu'une fois par jour, il y a des journaux traduits en langue des signes. J'y ai beaucoup milité et j'en suis ravie. Et pour la première fois, les journaux télévisés des chaînes d'infos, LCI, BFM, iTélé, traduisent aussi en sous-titres aussi 4 journaux par jour. Ça, c'est mon combat. C'est le combat que je continue, aussi avec les aveugles en audio-description, pour qu'on puisse rendre des films qui passent sur les chaînes télé audio décrits pour les aveugles. Ça, c'est mon combat. Et j'ai commencé le combat pour le monde du handicap il y a déjà 15 ans, pour le monde du handicap et de l'emploi, afin qu'ils trouvent un emploi. C'est la raison pour laquelle je suis ici présente, et sous effectivement les 2 casquettes que je vais essayer de représenter comme je peux, l'année internationale des forêts et l'année de l'outre-mer. Pour revenir à la forêt, effectivement, je suis aussi engagée au niveau de l'environnement. Pourquoi? Parce que lorsque je discute même avec des amis très proches, ils disent « Ah oui, mais l'environnement, tes histoires et tout, moi je suis pour le progrès, on s'en fout de l'environnement. » Je lui dis « Oui, mais c'est ce que beaucoup de personnes disent. » Et ensuite, lorsqu'ils ont des problèmes d'infertilité, ils se posent pas la question que c'est par rapport à ce qu'ils mangent, par rapport à ce comment ils vivent, par rapport à ce qu'ils respirent. Lorsqu'on a des problèmes de santé, alors qu'aujourd'hui on boit moins d'alcool, on fume moins de cigarettes, on a une espérance de vie plus longue, mais on est supposé mourir, une personne sur 10 supposée mourir d'un cancer. Pourquoi? Est-ce qu'on peut aussi se poser la question de notre environnement? C'est la raison pour laquelle notre environnement compte beaucoup, pour moi en tout cas, au quotidien, parce qu'on ne se rend même pas compte à quel point chaque geste qu'on a au quotidien a un impact sur nous et pour demain, pour nos enfants. On ne sait pas à quoi ressembleront nos enfants et quelles maladies ils auront demain, parce que nous avons des gestes qui ne correspondent pas à la nature qui nous accueille aujourd'hui encore, et on ne sait pas pour combien de temps. C'est la raison pour laquelle je me suis mobilisée auprès du WWF. Je suis ambassadrice depuis des années. Le 12 octobre, on fera la marche du panda à la forêt du Bois de Boulogne pour tous ceux qui veulent venir, justement pour rallier le thème de la forêt, parce qu'encore une fois, comme je disais, pour moi, c'est vraiment le poumon de la planète. Sans forêt, sans arbres, on ne peut pas écrire, on ne peut pas respirer, et effectivement on ne peut pas écrire non plus, puisqu'on abat des arbres pour pouvoir écrire sur du papier. Mon engagement au CSA va et pour les personnes handicapées, mais aussi pour le développement durable. Et au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la première fois, on a fait des réunions en interne depuis mon arrivée pour savoir est-ce qu'on va utiliser du papier recyclable, toujours par respect pour la forêt. Est-ce qu'on va éteindre la lumière, éteindre les ordinateurs pour pouvoir respecter son environnement? On va demander bientôt aux chaînes télévisées qu'est-ce qu'elles mettent comme programme sur l'environnement à la télévision, qu'est-ce qu'elles font respecter en interne au sein de leur chaîne, et quel est l'impact écologique de TF1, France Télévisions, France 5, etc. sur l'environnement. Donc, qui pour le développement durable, qui pour le monde du handicap, et qui pour l'année des Outre-mer, je suis particulièrement mobilisée. Pour l'année des Outre-mer, je suis, comme tous les ultramarins, je constate qu'il y a eu une année des Outre-mer. Je suis ravie qu'elle existe, puisque pour une fois, on met le focus sur l'outre-mer, et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire que l'outre-mer, quel est le rapport de l'outre-mer à la métropole, à la France, etc. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi il y a beaucoup d'Antillais en métropole? Quels sont les échanges entre la métropole, les Antilles, etc. Je trouve que c'est intéressant que cette année de l'outre-mer existe.
Et après, le côté politique, moi, je n'y connais rien en matière de l'année de l'outre-mer. Mais en tant que femme de l'outre-mer, vivant en métropole, je suis ravie de voir qu'on parle un peu de l'outre-mer, de voir que dans Vivement Dimanche, il y a eu des émissions spéciales outre-mer sur plusieurs chaînes. Et ça me touche particulièrement. Voilà ce que je peux dire, en tout cas en préliminaire, sur ces différents thèmes. Nous allons passer la parole à Jacques Roussel, excusez-moi, que nous avons invité sur le plateau en dernière minute, en fait, puisqu'il avait plusieurs casquettes, mais comme une des très belles casquettes qu'il porte, c'est celui de vice-président du parc naturel, mais surtout là où il y a eu une expérimentation assez étonnante sur une forêt tempérée, où on a découvert pas mal d'espèces, enfin, tout autour de la biodiversité. Pouvez-vous nous en dire un petit mot ? D'accord. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. C'est vrai que ma présence ici est plus en lien avec une démarche d'engagement de bénévoles auprès donc de l'handicap mental, handicap psychique et maladie psychique à travers le sport adapté. Voilà, donc c'est un plaisir donc de répondre à l'invitation donc de Valérie Ève, qui est un petit peu de surprise donc pour parler du territoire dans lequel je suis vice-président, c'est-à-dire le parc naturel régional d'Ivradois-Forez. Alors pour situer, c'est en Auvergne, la plus belle région bien sûr. Certes, l'ultramarin c'est beau, mais nous c'est exceptionnel. Thiers, Ambert, La Chaise-Dieu. Donc ce sont des sites que l'on connaît. Thiers, c'est la ville du Couteau. Ambert, c'est la ville du Chapelet. Et donc, La Chaise-Dieu, c'est la ville donc, de la fameuse abbaye avec son festival. Donc, ce territoire, effectivement, est occupé à 50% par la forêt. C'est dire qu'il n'y a pas quelque chose de tout à fait nouveau. C'est une réflexion à partir d'une sylviculture très ancienne. Et il y a une particularité, c'est qu'on se trouve face à une planification donc, des plantations des années 50, donc par un comité national de l'époque qui avait lancé. Et aujourd'hui, on réfléchit à travers la manière dont on va gérer, après donc forcément un travail sur ces arbres arrivés à maturité et qu'il faut renouveler, comment on va gérer avec l'esprit de la biodiversité, ce que l'on peut appeler donc une sylviculture durable. C'est toute une réflexion. Alors, vous savez qu'un parc régional est, lui, donc soumis à un travail préalable qui est celui d'écrire une charte. La charte donc, du parc a été écrite et donc elle est validée et le territoire est labellisé jusqu'en 2022. La sylviculture raisonnée, c'est pour nous de travailler d'abord sur la variété donc, des espèces d'arbres. Deuxièmement, c'est aussi de travailler sur la manière dont on va exploiter la forêt, parce que autant on peut parler d'une forêt primaire qui n'a pas vu la marque de l'homme, nous c'est une forêt forcément avec l'action de l'homme. Réconcilier l'homme et la nature, ou réconcilier l'homme avec la nature, donc j'ai entendu à la fois l'un et l'autre. Je me suis dit, il faudra peut-être qu'on fasse un travail de sémantique. C'est donc avec la nature. Moi, c'est ce que je voulais souligner. C'est donc vraiment... Alors donc, on se trouve devant un moment très important, donc, après une forte réflexion avec des ateliers participatifs de la population, de se dire comment on projetait maintenant le travail avec la nature, et donc en particulier avec le bois. Alors, ça a passé par se dire qu'en fait, le bois est une économie locale et que ça crée de l'emploi, que ça crée donc de nouvelles concepts et qu'en particulier, donc, nous avions idée donc, de solliciter l'ensemble des propriétaires parce que chez nous, l'ONF le sait bien, la forêt appartient à des propriétaires. Donc il y a une propriété et donc il y a derrière forcément un côté économique et un côté donc d'obligation administrative. Donc l'idée, c'est d'abord, de travailler sur la plantation, diversité, par rapport donc à la richesse du sol. Deuxièmement, c'est de l'exploiter en lien avec sa maturation donc, de l'arbre, sur la période juvénile, sur la période de sa naissance. Donc il y a toute une période. Et surtout avec cette idée de se dire qu'un arbre, c'est aussi autour de lui toute une vie.
C'est des nids, ce sont des insectes, ce sont donc aussi des parasites. Hein, donc il y a tout un support. Et au sol, c'est tout un réseau donc, de mousse, d'humus et de choses comme ça. Donc qui fait que nous avons là la volonté de travailler sur ce qu'on pourrait appeler donc une gestion jardinière, c'est-à-dire en fait l'arbre par lui-même, arbre par arbre. Deuxièmement, de travailler aussi sur la manière dont on va exploiter, c'est-à-dire de trouver des arbres nobles. Arbres nobles, ça veut dire que le bois noble, ça veut dire qu'on cherche à garder un travail pour les charpentes locales. Savez-vous que notre territoire, même s'il est couvert à 50% de bois, en fait, on importe du bois pour faire les charpentes. Donc on est en train de se dire que, effectivement, si on pouvait donc développer de l'activité, de l'emploi à partir donc de cette richesse qu'est le bois pour alimenter le territoire et le réduire dans le bilan carbone, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne reste sur place et qu'il soit donc à la disposition donc des constructeurs locaux et aussi même donc des maisons bois, telles que la construction des maisons bois. Donc le transport, nous remettons en ligne donc et en action une ligne de chemin de fer qui traverse tout le parc justement pour faire en sorte que ce transport évite le transport donc par la route. Voilà. Et puis donc c'est aussi tout un département mobilisé autour du bois. En fait donc la Comté, donc il y a une forêt qui s'appelle la Comté, donc qui est sur la commune dont je suis aussi adjoint au maire. Donc c'est une forêt dite donc en pays tempéré. Alors certes, nos amis ultramarins ont souvent fait l'objet donc d'expérimentations scientifiques, de recherches donc sur ce qu'étaient ces forêts tropicales, équatoriales, tout ça. Donc, et on en discutait avec Patrice tout à l'heure, ça a été donc un peu un effet d'aventure. Et bien nous avons vécu dans le Puy-de-Dôme avec le comte une aventure exceptionnelle, unique, qui ne s'était jamais produite, ou tout au moins dont on n'avait pas souvenir. Examiner scientifiquement et décrire scientifiquement ce qu'était une forêt en milieu tempéré. Des découvertes exceptionnelles ont été faites sur le nombre d'insectes, sur le travail donc de toute la descriptif donc de la terre à la canopée, donc de la racine à la canopée. Donc on a été amené à rencontrer des scientifiques du monde entier qui ont passé donc plus de 2 mois donc sur ce territoire en créant des outils d'analyse exceptionnelle avec des ballons qui montaient, avec donc une série donc de moyens de récupérer en secouant l'arbre donc l'ensemble donc des composantes de la canopée. Donc ça a été vraiment là une rencontre internationale exceptionnelle qui a donné lieu donc à un film qui est passé donc à la télévision et qui a permis donc de dire quelle était la richesse. L'intérêt, c'était que le scientifique se mette à regarder ce qu'était la forêt pour intéresser le public. Et à côté de cela, donc, tout un montage pédagogique se fait avec une maison des espaces naturels. Et on sait que c'est devenu, Patrice nous le rappelait tout à l'heure, une compétence des départements. Hein. Donc les départements ont obtenu une compétence de la gestion, d'avoir un plan de gestion des espaces naturels. Et à ce titre-là, donc, il y a au niveau donc, de cette forêt de la Comté une maison des espaces naturels qui permet donc d'accueillir les scolaires et d'accueillir donc les groupes qui s'intéressent et les promeneurs, les randonneurs, les gens qui font du vélo, donc tout ça, pour leur faire apprendre à ce que c'est que la forêt, à la connaître, à partager sa vie et surtout donc à la respecter parce que c'est la finalité de ce travail du département du Puy-de-Dôme. Voilà, donc c'est une véritable vitalité intellectuelle, mais c'est aussi une volonté quand même d'inscrire ce territoire dans une expérimentation parce que les parcs ont mission d'expérimenter, de respect donc, et de réconcilier l'homme avec la nature. Alors, il y a un double regard. D'un côté, vous parlez d'exploitation de la forêt. D'un côté, vous parlez d'exploitation de la forêt parce que vous vivez du bois et de sa transformation. Et d'un autre côté, vous parlez de respect et de la biodiversité et de la forêt. Comment ça s'articule vraiment ensemble ? On part du principe qu'on se doit de respecter la propriété privée. Donc ce sont donc des propriétaires qui ont les forêts. Alors, excusez-moi, vous respectez avant tout les propriétaires des forêts. Non, je pars du principe. On part du principe. Donc on a un territoire qui est pas donc qui appartient. Donc il y a tout un travail. On a fait le constat
de ce qu'a été la sylviculture dans ce territoire. Donc elle a été considérée comme un élément de second ordre. Les cultures ont été laissées donc un petit peu à l'évolution naturelle, mais ça ne donne pas une évolution équilibrée. C'est quelque chose, donc c'est une série donc de sapins, c'est une série donc on n'est pas sur quelque chose que l'on peut dire harmonieux, qui est naturel. Bon, puisqu'au départ c'était des plantations. Donc on se doit de réfléchir à la manière dont on va réorganiser la forêt. On se doit aussi de réfléchir dans quelle finalité la forêt va servir donc au niveau économique, mais surtout en quoi cette gestion sera hyper respectueuse. Je dis bien hyper parce que c'est très pointu pour nous, donc et très important, hyper respectueuse donc de la biodiversité. On citait tout à l'heure en échange avec Patrice l'idée donc de la nidation de certaines espèces. Le cirquette de Jean Leblanc, qui est une espèce donc exceptionnelle en Auvergne, donc il n'existe que quelques couples, hein, donc à une nidation à un certain moment donc de l'année, et donc il y a un respect. Il ne faut pas abattre l'arbre parce qu'on risque donc de dégrader cette survie donc de cette espèce. Donc voilà, il y a là toute une lisibilité, toute une volonté d'intégrer tout ce qui est de la vie autour de l'arbre et au sein de la forêt, afin que cette gestion, qui est une gestion certes économique, parce que donc, je le répète, il y a des propriétaires qui ont eux donc forcément une demande donc de travailler à partir de leurs biens propres. Donc voilà, c'est tout cela. Et le parc est un fédérateur donc et permet donc d'échanger sur ces thématiques, d'amener un petit peu à l'accompagnement et à l'amélioration et à la préservation de la biodiversité. C'est vraiment un élément qui me paraît exceptionnel et je suis très heureux de pouvoir l'expliquer ici. Est-ce qu'il existe des formations pour les propriétaires de forêt sur la conscience de maîtriser et de garder l'ensemble de leur biodiversité? On va dire plutôt de l'accompagnement. Nous ne sommes pas donc dans l'obligation donc de formation spécifique, mais le parc, dans son ingénierie, donc a des ingénieurs donc qui sont donc spécialisés donc dans le bois, hein, dans la filière bois. Donc et alors à la fois, mais sur tous les versants, parce que la charte, je recommande de la regarder parce que vraiment elle a été un travail exceptionnel de terrain. Elle va donc de ce qui est le travail en lien avec l'ONF, avec d'autres structures donc, qui s'occupent donc, de la préservation de la forêt, ou tout au moins de la biodiversité en forêt. C'est-à-dire que ça va du choix, du type, du terrain, de la minéralité, tout ça, donc avec le respect de la biodiversité, et après donc, la transformation donc, du bois, comment ça va, donc en quoi il va servir et à quoi il est donc destiné, sur quelle filière il va partir, dans quel mode de transport on va pouvoir le déplacer. Voilà, c'est vraiment de l'accompagnement et d'amener à chaque comment dire, personnes qui sont en responsabilité donc, de ce cheminement, de cette utilisation du bois, de travailler dans le respect de la biodiversité et justement, puisque c'est le but, hein, donc de préserver la nature. Alors, j'ai une question pour l'ensemble de nos intervenants, globale à la suite de ce propos. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle justement de poumons de la planète Terre, est-ce qu'on peut encore garder la notion de propriété sur un bien universel dont on est tous tributaires, qui est la forêt primaire ou d'autres forêts aujourd'hui sur lesquelles on pourrait demain ne plus avoir d'avenir? Je vous la pose à toutes en tant que citoyen de la Terre. À voilà, tous. Donc juste un petit rappel. En métropole, la forêt, c'est 16 millions d'hectares. Il y a 12 millions qui appartiennent à des propriétaires privés. Donc la forêt métropolitaine est majoritairement privée. Outre-mer, c'est différent. La forêt est majoritairement publique, pour des questions historiques que vous connaissez probablement mieux que moi. Là, au niveau de la planète, hein, on sort de l'outre-mer et de la forêt française. On est à l'année internationale des forêts, et notre poumon qui nous est commun. Au niveau de la planète, il y a 3 milliards d'hectares. Il y a 3 milliards d'hectares de forêt sur la planète, 32% des terres émergées. Dans les pays
du Nord, la forêt est majoritairement privée. Dans les pays du Sud, elle est plutôt publique par des raisons historiques, notamment liées à des appropriations coloniales qui ont été faites, avec l'idée aussi qui est travaillée par la FAO, que ces grandes forêts publiques d'un grand ensemble qui ne servaient pas aux populations locales, ben, ça ne marche plus. Il y a une grande déforestation. Donc il y a une tendance à privatiser, j'emploie le mot avec des guillemets. Néanmoins, pour impliquer les gens qui vivent localement, pour qu'ils en aient un intérêt, il faut que ça soit un peu régulé. D'où la nécessité d'avoir une politique forestière pour les pouvoirs publics. Donc l'idée, elle est double, et c'est l'exemple du parc est un bon exemple. Mais dans les autres chartes, le parc naturel régional de Martinique aussi développe une charte qui aide les propriétaires privés ou les propriétaires publics. C'est d'avoir, pas de remise en cause du droit de propriété, mais une meilleure, par cet intermédiaire, une meilleure sensibilisation et des meilleures actions au niveau de chacun. Ce qui suppose une politique, des aides, ce que vous aviez dit tout à l'heure, une formation. Donc l'avenir pour la forêt est plutôt une politique forestière par État, par région, par zone géographique, et puis une sensibilisation des acteurs locaux. On ne réglera pas les problèmes de la forêt comme on l'a fait sous Louis XIV par une ordonnance de Colbert qui s'applique à tout le monde sur tout le territoire avec des régiments de dragons derrière. Il faut que ce soit l'initiative des gens. L'initiative des gens, elle repose sur ou la propriété privée ou la sensibilisation et des actions et des intérêts reconnus mutuellement. Oui, c'est une grande question que tu poses là. C'est une grande question qui est aujourd'hui débattue de manière très virulente dans différentes régions du monde. Je prends l'exemple d'un pays comme le Brésil, qui se sent, où un certain nombre de gens se sentent mis en accusation, à juste titre d'ailleurs, sur justement les comportements publics et privés la grande question qui est posée, c'est la conservation ou la préservation. La conservation signifierait figer en quelque sorte la forêt dans un immobilisme où l'homme ne peut pas avoir d'intervention, et la préservation signifierait un usage durable, si j'ose dire, des richesses que la forêt, des richesses et services que la forêt fournit, comme vous l'avez dit très justement, avec toute l'immense générosité que nous savons à la folie et à la bêtise humaine. Parce qu'il s'agit malheureusement de folie et de bêtise. Je signale toutefois qu'un certain nombre de civilisations, tu as mentionné le fait qu'effectivement j'ai dirigé le programme des Nations Unies pour le dialogue entre les civilisations. Un certain nombre de civilisations n'ont jamais commis d'erreur par rapport à la forêt. Je pense notamment à celle des peuples autochtones, aux civilisations de l'extrême nord de la Scandinavie, circumpolaire, à l'extrême sud du continent américain et africain, des peuples amérindiens, mais nous avons aussi les pygmées batois au Congo, nous avons en Asie un certain nombre de populations, ont toujours compris et conçu que, par exemple, je prends dans le culte de la Pachamama, révérer la terre comme une divinité, comme la divinité première, la survie de l'homme n'a de sens que s'il est en osmose et s'il constitue son bien-être quotidien, parce que même si on vit dans une case au fin fond de l'Amazonie, on a un sens du bien-être. Et comment ? Ça n'a de sens que s'il est en rapport direct avec les grandes lois que tous les peuples captent de la survie, de l'environnement. Alors, je parlais tout à l'heure du Brésil, puisque il se trouve que je suis guyanaise. Effectivement, c'est marrant, vous avez parlé de la rivière de la Comté. Il y a une rivière en Guyane qui s'appelle la rivière de la Comté et qui malheureusement fait partie de ces territoires, de ce qui est en train de devenir une espèce de gruyère en Guyane, c'est-à-dire la recherche forcenée de l'orpaillage, l'utilisation forcenée du mercure, effectivement fait que cette belle rivière de la Comté, au beau milieu de l'Amazonie, effectivement, est en train d'avoir un certain nombre de dégâts environnementaux très graves, et les petits Amérindiens naissent aujourd'hui avec des malformations
Et effectivement, l'action de l'État, sa responsabilité est directement impliquée dans tout ce que représente une responsabilité publique et de souveraineté sur la défense de ce territoire. Bon, pour revenir, je prends l'exemple, je voudrais parler de cette question de à qui appartient la forêt. Est-ce que c'est un bien public mondial? Est-ce que ça peut être un bien privé? On vient de voir ici qu'il y a forcément des exemples où les deux se chevauchent et où il s'agit d'abord d'un travail de conscientisation du citoyen. Comme l'a dit Christine tout à l'heure, que serions-nous sans les arbres? Et il est heureux qu'après un siècle et demi de folie d'une civilisation industrielle complètement suicidaire, qui a mis, nous sommes encore malheureusement dans cet univers-là, qui ont mis le profit immédiat et le matérialisme le plus primaire au-dessus de tous les autres critères, de toutes les autres valeurs, on commence à s'interroger autrement sur une alliance réelle entre tous ceux, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils aient un pouvoir politique ou qu'ils soient propriétaires de biens personnels et individuels, qui se sentent aujourd'hui concernés par cette nécessité absolue de respecter la forêt. Parce qu'on parlait des arbres. Dans une forêt, il n'y a pas que des arbres. Dans une forêt, il y a toutes sortes de manifestations du vivant et de la biodiversité. De l'insecte le plus pratiquement invisible, terrestre ou souterrain, du plus petit vermisseau, de la plus petite fourmi, et tout cet extraordinaire, prodigieuse échantillonnage que le vivant sait fabriquer sur terre, sur mer, dans les eaux diverses et variées, eaux douces ou océans. Et une forêt, c'est un extraordinaire vivier dont nous faisons partie. Nous ne sommes pas en dehors de la forêt. Nous sommes dans la forêt, nous sommes dans la biodiversité. Et les villes que nous voyons bien crèvent justement du fait. Paris est une ville arborisée, pas assez à mon gré, mais quand même pas mal. Et donc cette question fondamentale du vivant, de la biodiversité, elle intègre l'arbre, mais dépasse l'arbre, puisque c'est l'eau, c'est la terre, c'est tout ce qui fait que nous existons. C'est nos cellules, la moindre cellule de notre corps, de notre capacité d'exister, de bouger, de penser, de survivre, de procréer. Et donc c'est une responsabilité ontologique, une responsabilité totale qui est la nôtre, que de comprendre que le développement, quel qu'il soit, ne peut justifier d'aucune façon l'absence de conscience de cette question essentielle. Moi, je voudrais rajouter, ne pourrions-nous pas dire qu'en fait, qu'on aurait envie de déclarer la forêt comme un bien commun universel? C'est une vraie question. Avec cette mission incontournable pour l'humanité, donc d'être respecté, d'être préservé. Moi, dans mes exemples, donc, effectivement, le parc a un territoire forestier privé. C'était l'exemple donc de l'accompagnement à travers une charte, mais la forêt de la Comté, elle est départementale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le département qui est propriétaire avec toute une gestion, un plan de gestion et une mission pédagogique dessus. Et celle-là peut faire l'objet d'un respect et même d'un travail très particulier que l'ONF, puisque c'est l'ONF qui en a la gestion dans le Puy-de-Dôme, donc un travail très particulier, donc d'être très attaché à ce qu'elle garde réellement une vie qu'on pourrait qualifier de naturelle, où la trace de l'homme se fait le moins souvent, le moins possible. Donc voilà. Donc il y a ces deux aspects dans notre démarche. Il y a celle qui consiste à dire un territoire privé et chaque acteur va travailler pour respecter la biodiversité de telle sorte qu'il n'y ait pas de dégradation, mais de l'autre côté aussi donc un parc, une forêt dans laquelle on peut avoir toutes les généries de l'ONF et du département pour être
à l'observation de de ce qu'est une forêt, ce qu'elle pourrait devenir, ce qu'elle contient. Voilà, hein. Alors, je ne sais pas, je laisserai bien à Patrice un petit peu le plaisir de compléter ce que je veux dire, mais moi ça m'évoque ça, hein. Donc, on ne retrouvera pas la forêt primaire, donc tropicale ou équatorienne, mais on peut se trouver peut-être devant des situations nouvelles. On la retrouvera pas, mais si on lui laisse 700 ans de repos, elle revient. Enfin, 700 siècles, pardon. Oui, bah, c'est pareil. Non, moi, 3 mots juste pour répondre à la question, effectivement, pour dire que, comme ça, a priori, on a envie de dire que la forêt, il faut que ça soit public au niveau de la planète et qu'on s'en occupe. Mais, comme on l'a bien souligné tout à l'heure, que ça soit public ou privé, l'essentiel, c'est qu'on s'en occupe, pour faire simple. Et on a vu à plusieurs reprises, par exemple, dans des entreprises privées dans lesquelles j'ai travaillé, comment une entreprise peut militer à l'intérieur pour le développement durable sous l'impulsion de ce noble dirigeant. C'est-à-dire que l'impulsion et la protection de la planète peut venir du privé et peut être parfois encore plus forte que celle du public. Donc c'est vrai que la forêt peut être gérée par le privé, bravo, peut être gérée par le public. L'essentiel est de pouvoir la respecter et d'en faire, comme il a dit tout à l'heure, un bien commun universel. À cette occasion, je vous ferai remarquer aussi la norme. Normalement, une norme est très contraignante, la norme ISO 26000, qui est la responsabilité sociétale des organisations, où on inclut l'ensemble du cycle et l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, elle est incitative, mais vaut mieux faire les choses d'une façon volontaire que contrainte. Mais si aujourd'hui elle était appliquée, nos forêts seraient préservées. Juste, je voudrais rajouter, pour mettre les choses un peu en perspective, on a passé le compteur des 7 milliards d'habitants sur la planète. On va être dans 20 ans plus de 9 milliards. Il en résulte une très forte pression sur les terres, soit une pression d'urbanisation et aussi une pression agricole, sachant que toutes les terres ne sont pas cultivables. Il y a des déserts de par le monde qui malheureusement s'accroissent. Il faut aussi qu'on pense à l'après-pétrole, avec le phénomène de ce qu'on appelle les agrocarburants. Le Brésil en est un exemple, où on a un choix foncier, forêt avec un bénéfice à long terme, ou des cultures qui vont produire des carburants avec un choix à court terme, avec la compétition aussi avec l'alimentaire. Donc on aura de plus en plus à gérer cette pression. Donc que la forêt soit privée ou publique, il est de plus en plus nécessaire d'avoir une politique forestière ou politique foncière. Et cette politique, à mon avis, à notre avis, elle ne marche que si elle s'insère sur un bénéfice pour des acteurs locaux. Il faut que les gens aient du travail localement, qu'ils puissent en vivre, qu'ils en aient un intérêt immédiat. C'est pas évident. Comme je vous l'ai dit, la forêt fournit des biens et services sans envoyer de facture, donc nos marchands. Donc on a du mal à... Tout est argent de par le monde, on a du mal à les monétiser. Donc l'enjeu, il est de construire une politique, de mobiliser des acteurs locaux qui souvent le sont, mais ils le sont d'une façon d'autant plus efficace que s'ils en ont un intérêt immédiat. Donc on est un peu dans la phrase du développement durable, c'est de penser globalement et agir localement. C'est le cas de la forêt. Si on reprend les travaux de Francis Allais, que vous connaissez très très bien, qui fait un énorme travail de sensibilisation pour préserver nos forêts primaires, qui est notre capitale, où il est très, très, très triste aujourd'hui du peu d'écho au niveau des gouvernements, des décideurs, parce qu'il y a un vrai enjeu, et l'enjeu, c'est notre destin commun, comme le dirait Edgar Morin, où il a vu effectivement... Parce qu'on a relevé deux choses où il y a plusieurs, mais c'est partout sur la planète, excusez-moi, je recherche, que ce soit la Chine, l'Afrique, l'Amérique du Sud et surtout le sud-est asiatique, où la déforestation continue d'une manière effrénée. Alors tout à l'heure, je relevais en off, avant le débat auprès de vous, un autre regard, c'était Patrick Vivray d'ailleurs qui l'avait présenté, en disant que la Chine, à un moment, allait dans un élan de déforestation, mais... effréné, jusqu'au moment où ils sont aperçus que Pékin commençait petit à petit à recevoir du sable. Et là, ils ont commencé à arrêter. Sauf que, vous l'avez relevé, puisque moi je m'étais arrêté là, en disant, quand on arrive aux portes de l'urgence, peut-être qu'on se freine. Sauf que, et Patrice Hirbeck me l'a fait remarquer, ça je ne le savais pas, donc ça ouvre encore plus les yeux, ils ont arrêté de déforester chez eux, mais ils vont
en Afrique, continuer au même rythme, mais ailleurs. Et la non-conscience aujourd'hui de certains gouvernements, décideurs, que cette planète, c'est notre bien commun, et que ce qu'ils font ailleurs leur retombera dessus. Alors peut-être que Pékin gagnera 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans, mais que les déforestations qu'ils font aujourd'hui pour répondre à notre consommation, il n'y a même pas de terme pour expliquer ce que c'est que notre consommation. Donc j'appelle de tout mon cœur, en tout cas, cette réflexion globale qui agit localement sur préserver ces biens communs. Et un autre regard que je me permettrais, Christine, aussi, par rapport au monde de l'audiovisuel, étant moi née en 64 et enfant du Walt Disney, et les programmes n'étaient pas neutres. Et je me rappelle de Blanche-Neige. Mais Blanche-Neige m'a diabolisé la forêt. Il y a tout un programme éducatif où la forêt était devenue un énorme monstre. Si j'entendais le bruit d'un feuillage, c'est quoi ? On est construit complètement déconnecté de la nature. Et on ne nous parle pas des éléments. Non, c'est très intéressant déjà du point de vue audiovisuel ce qui est souligné, parce que c'est vrai qu'il faudra regarder ce qui passe comme message à la télévision, et ça on va se pencher dessus aussi, parce que cet été je suis allée au parc du Mercantour et j'ai discuté avec des bergers et c'est incroyable parce qu'on parlait du loup. Et c'est vrai, comme ça a été souligné, on a peur de la forêt, on a peur du loup, alors que le loup, lorsqu'on le découvre lui-même tel qu'il est et pas tel qu'on l'a vu en dessin animé ou bien dans des bandes dessinées quand on était petit, ça n'a rien à voir. Le loup fait partie aussi de cette forêt, fait partie aussi de la protection, fait partie aussi de tout cet habitat dont Yannick a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que même les messages qu'on insuffle comme ça aux enfants, il faut effectivement les regarder, les surveiller pour ne pas pour donner justement une information équilibrée, juste, et pour ne pas forcément avoir peur du loup qui est théoriquement supposé dévorer les brebis, alors que pratiquement la réalité en est tout autre. Le sujet juste avant, c'était quoi? Parce que je voulais réagir à ce que c'était la déforestation effrénée aux quatre coins de la planète par des politiques. Ah oui, et que voilà, on parlait de la Chine, voilà. Et que moi je suis effectivement la première à être outrée de voir. J'ai vu beaucoup de reportages et j'ai discuté avec des Africains qui voient effectivement les Chinois avoir la mainmise totale sur les produits de première nécessité, la forêt, les produits agricoles, etc., le sucre, enfin tout ça, et l'envoyer en Chine, et une mainmise totale sur ce qui se passe sur l'Afrique, quoi. Alors jusqu'à quand on verra qui s'élève contre 2 ou 3 voix, on n'entend pas grand-chose, mais c'est vrai que, attention, quoi, ce que vous faites là, ça retombe sur notre pays, etc. Et juste encore un autre regard, puisque c'est aussi l'année de l'outre-mer, juste comme je suis de la Guadeloupe, donc dire comme moi, Annick a des très beaux livres sous la main, là, qui parlent des arbres des Antilles. Et les arbres des Antilles, mais moi, ça me touche parce que c'est fait par l'ONF, c'est ça? Oui, alors c'est un livre qui a été publié il y a 6 mois, qui a été fait à l'initiative des élus de Guadeloupe et de Martinique, piloté par l'Office national des forêts, et en particulier par un vieux monsieur qui s'appelle Bernard Rollet, qui a plus de 90 ans, qui est un éminent botaniste, et qui a réuni autour de lui une équipe avec beaucoup de gens, notamment le professeur Jérémy du Muséum national d'histoire naturelle, et des gens de l'Université Antilles-Guyane, comme M. Joseph ou M. Bernard. Voilà. Juste une parenthèse, mais pour dire qu'aux Antilles, non mais aux Antilles, il y avait une telle diversité. Je ne sais pas, pour toi, Yannick, quand tu étais là-bas, quand tu étais jeune, une telle diversité d'insectes, d'arbres, de petites grenouilles, de crapauds que j'aimais pas trop, etc. Mais bref, de toutes sortes de petits animaux, de cacao, de tout ce qu'on... Et franchement, je ne retrouve plus ça aujourd'hui. Franchement, je ne retrouve plus les arbres de quand j'étais petite. Les flamboyants, etc. J'ai envie de montrer à ma petite sœur, j'ai envie de montrer à l'enfant de ma petite sœur. On ne retrouve plus du tout la même diversité aux Antilles. Et ça me fait mal au cœur. Alors pourquoi? Bien sûr, il y a des cyclones qui sont passés, effectivement, et qui ont détruit certaines choses, mais quand même, elle est où la protection? Elle est où l'encouragement? Lorsque j'étais petite, on va arriver maintenant à la chaîne alimentaire, puisque Yannick parlait tout à l'heure de ce qu'on mange aussi. On ne protège pas la forêt, on ne protège pas l'arbre du jardin,
qui pour moi aussi fait partie de la forêt. Et maintenant, on va acheter des tomates, par exemple en Guadeloupe, on va acheter des tomates qui viennent de la métropole, au lieu de faire des tomates dans le jardin, de manger des tomates du jardin. Moi, quand j'étais plus jeune, on mangeait des tomates du jardin, de la salade du jardin. Et elles avaient du goût. Et elles avaient du goût, franchement. Et aujourd'hui, on n'est plus habitué à ça, c'est fini. Donc moi, ça me déchire le cœur. Et quand je vois cet ouvrage, j'ai un petit pincement au cœur parce que je me dis, j'ai envie que l'enfant de ma petite sœur, que les jeunes d'aujourd'hui aux Antilles puissent voir la diversité qu'on avait avant. Et ça me déchire le cœur de l'avoir, par exemple, à Cuba, cette diversité, ou de l'avoir dans d'autres îles, dans d'autres pays, et de ne plus l'avoir en Pour Guadeloupe. combien de temps? Combien de temps? Si vous permettez, j'ai bien aimé ce parallèle fait entre une forêt hostile, dans l'imaginaire, presque nuisible, dangereuse, cruelle, sans loi, sans... Bon. Revenons à ce que j'appellerais plutôt donc la représentation. Ça construit l'inconscient. On est sur un autre domaine. Mais effectivement, peut-être qu'à force d'avoir été pas attentif à faire le contrepoids de ce que l'inconscient, l'imaginaire et les représentations que peuvent avoir, dont a besoin l'enfant pour se construire. Donc il y a deux niveaux. Il y a, à juste titre, on peut dire qu'on a peut-être trop insisté sur le côté hostile de la forêt. La pédagogie, des services, tout ça. Je pense que la maturité de l'homme adulte permet de rectifier ça. Mais n'empêche que certains comportements sont peut-être un petit peu en lien avec une facilité et cette agression que l'on fait donc en Chine ou en Afrique donc sur ce capital forestier peut être aussi lié à quelque chose de mal analysé, mais respectons bien le côté, la représentation, l'imaginaire, la construction psychique de l'individu qui se joue de tous les éléments naturels, et puis quand même, d'un autre côté, tout le travail pédagogique que l'on doit faire pour équilibrer un petit peu la pensée de l'homme, qui n'est pas forcément un agresseur permanent de la forêt. Voilà. Je me permets cette petite intervention parce que, étant très intéressé sur ces représentations, donc, est-ce que dans le rêve, puisque Blanche-Neige, c'est une image de rêve, et Alice au Pays des Merveilles, c'est pareil, c'est une image. C'est la construction donc de tout ce qui peut nous paraître cruel, hostile et difficile. Et pourrions-nous aussi imaginer des supports audiovisuels pour nos grands décideurs, pour leur remettre l'imaginaire conscient de la nature? Parce que certains manquent cruellement de rapport à la nature et à la sagesse. En fait, effectivement, ce manque cruel de rapport avec la nature, comme Patrice le disait tout à l'heure, c'est vrai que on a besoin de pression, de discussion, d'éducation, d'encouragement, d'information, de tout ce qu'on veut qui termine en ion, mais on a besoin de contact et d'éducation. Qui des grands décideurs, qui des enfants, etc. Et c'est vrai qu'on pourrait tout imaginer, mais il faut utiliser tous les liens pour informer. Et moi, je vois l'environnement, voilà, j'y suis depuis des années, mais qu'est-ce que c'est difficile de faire passer les messages? Qu'est-ce que ça ne plaît pas? Qu'est-ce que ça ne touche pas les gens? Et pourtant, comme on le disait tout à l'heure, ça nous touche directement. On respire toutes les 2 secondes, on boit de l'eau. Quelle eau boit-on? On mange, et après, ensuite, la une de tous les magazines, il y a eu un problème dans tel aliment, etc. Et on ne s'inquiète pas de ce qu'on mange, on ne s'inquiète pas de ce qu'on boit. Le poisson, il vient d'où? Il a été élevé par qui, par quoi, où, dans quelle eau? Dans cette eau, qu'est-ce qu'on a déversé nous-mêmes, êtres humains? Donc, c'est vrai qu'on a toujours eu du mal à sensibiliser les décideurs, sensibiliser le grand public. On passe beaucoup par les enfants aujourd'hui qui, eux, éduquent leurs parents. C'est quand même assez extraordinaire pour des sujets comme ceux-là. Et je trouve que malheureusement, ça prend beaucoup trop de temps, cette éducation aux grands décideurs, etc. Et effectivement, on va s'y atteler avec les moyens qu'on a. Mais il faut que ça vienne effectivement de partout et qu'on fasse tout le temps le rapport direct entre la nature et l'homme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est qui? C'est Einstein qui disait que dès qu'il n'y aura plus d'abeilles, l'homme aura 5 ans pour vivre. Je voudrais rajouter et compléter ce qui vient d'être dit sur l'éducation, sur le rapport à la nature et l'éducation qui est très important dans une société qui est à 80-90% urbaine.
Mes grands-parents étaient à la campagne, agriculteurs, donc j'avais un contact au moins l'été. Mais mes enfants l'ont plus. Je ne suis pas agriculteur. Donc il y a toute une frange de population qui a perdu ce sens. Les Guyanais ont encore ce contact avec la nature, mais pour combien de temps? Les jeunes générations vont, j'espère, ne pas le perdre. Donc dans la construction de l'éducation, il faudra penser que ce qui était viscéral et normal, d'un contact, ne l'est plus. Quand vous recevez des classes et que vous leur demandez d'où vient le lait, ils répondent de boîte en carton. Ou le poisson, il vient de surgelé. Donc c'est une nouvelle construction qu'il faudra penser. Et là, certains pays ont encore ce contact. Il ne faut pas qu'ils le perdent. Nous, on l'a perdu. Il faudrait qu'ils nous le transmettent. Juste un petit exemple sur la forêt. La forêt est à la fois attractive et à la fois la forêt est effrayante. C'était souvent le repère des hors-la-loi. Les gens qui étaient au banc de la société, ils allaient en forêt, notamment à des époques lointaines. Je voudrais compléter sur le loup avec un exemple personnel. Nous sommes au 3e millénaire. Et parce que le loup s'étend en France, j'étais en Franche-Comté avec des collègues et on a entendu des loups hurler très loin, 2-3 kilomètres. Donc j'ai lu des livres sur le loup, j'ai regardé la télévision, etc. Et je peux vous assurer que je sais ce que veut dire l'expression avoir le sang glacé. Parce qu'il y a quelque chose de reptilien en nous. Quand on entend des loups, on a une réaction que je ne pensais pas possible et qui nous... On perd la raison, d'où les problèmes qu'il peut y avoir. On est plus habitué à ce contact avec les bêtes, etc. Comme nous allons conclure ce débat, en fait, si on pouvait avoir un petit mot d'espoir pour cette planète, ou éventuellement quelques actions à mettre en place, une petite phrase de Annick, son regard, et éventuellement, si Césaire Passepartout, donne-le nous. Oui, bon, écoute, d'abord, merci d'avoir organisé ce débat. Merci à ce public sympathique, ensoleillé que nous voyons en face de nous. Bon, mais puisque tu as eu la gentillesse de citer quelqu'un qu'heureusement en France on commence à bien connaître, enfin on commence à connaître, en l'occurrence Aimé Césaire, je vais citer une phrase d'Aimé Césaire qui est toute simple, qu'un jour il m'a dite en regardant un arbre, en l'occurrence c'est un arbre qui a survécu, Christine doit le connaître, il a survécu à la catastrophe de 1902 qui a détruit la ville de Saint-Pierre. C'est le fromager de Saint-Pierre, un énorme arbre qu'on voit. Et un jour, il m'a dit, cet arbre, comme tous les arbres, est une morale. Enracinement, fécondation, surgissement, déploiement, générosité, fruits, fleurs et fécondation, c'est le cycle de la vie. Alors, je crois que ça vaut la peine qu'on essaie tous un peu d'être des arbres. Et autour des arbres, tout ce qu'il y a, les oiseaux, les poissons, etc. D'accord ? Voilà, je ne suis pas spécialiste d'Aimé Césaire, mais j'aimerais bien citer une phrase que vous me corrigez si je la reprends mal. C'est extrait du cahier de Retour au pays natal. Il dit que sommes-nous devenus ? Nous sommes devenus des arbres enracinés, et j'ai oublié le reste de la phrase, mais ça veut dire que nous faisons partie de la biosphère, et nous sommes des arbres, et les arbres sont aussi un peu des hommes. Alors, je vais faire simple et je vais rester sur la problématique de l'arbre en disant qu'effectivement, l'image d'Aimé Césaire est formidable. Ce que tu as dit est vraiment formidable. Et donc, l'arbre, c'est vraiment notre force, le poumon de la planète, je le répète encore. Et pour rejoindre les deux thématiques, plus il est enraciné, plus il a de fortes racines, plus il est fort. Et moi, je viens de l'Outre-mer et de la Guadeloupe. Et plus on est enraciné dans sa patrie, plus on sait d'où l'on vient, plus on est fort et mieux on peut porter des fruits. Ça, c'est un message particulier à tous mes compatriotes de l'Outre-mer qui vivent en métropole. Et un dernier mot, juste pour dire, pareil, merci pour l'organisation de ce débat. Merci aussi de m'avoir invité à venir avec vous. Nous avons été intéressés sur les représentations donc, de l'arbre, de la forêt. Certaines étaient beaucoup plus positives. L'arbre de justice de Louis XI, tout ce qu'on pouvait écrire autour de l'arbre qui était une force de la nature. Donc voilà, donc il y a derrière tout ça beaucoup de choses à dire, et je crois que
Moi, si j'avais un message à faire passer, continuons ces échanges, continuons ces réunions et ces colloques comme ça sur l'arbre, parce qu'effectivement, pour nous, c'est le sens même évident de la vie. Et pardon, encore une fois, désolée pour mes lunettes et mon opération des yeux. Voilà, je suis encore une fois désolée. Moi, je félicite le public de tenir bon sur ses chaises. Et une dernière note, j'aimerais qu'on salue un arbre qui nous voit passer, en tout cas depuis 43 000 ans. C'est le Houx royal de Tasmanie. Donc lui, il nous regarde, à mon avis, je ne sais pas trop à quoi il pense. Et je voudrais faire un hommage au travail qu'a fait aussi Annick autour de Tagore, Neruda et Césaire pour un universel reconstitué, qu'ils ont lancé le programme à l'UNESCO là, le 13 septembre, et on reprendra la phrase de Tagore pour conclure: redonnez ses bois, reprenez ses villes.